tout le monde. Encore une fois, merci énormément de participer à l'événement aujourd'hui. Merci également aux conférencières d'être parmi nous. Donc, puisque c'est important de se situer, je prends le temps de me situer en tant qu'étudiante et chercheur. Donc, je commence en disant que je suis née à Montréal, mais élevée dans la culture portugaise, et donc que je ne suis pas une femme autochtone moi-même. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout, en fait, dans le cadre de cette présentation, ce sont des réflexions qui m'ont accompagnée jusqu'à présent dans mon parcours au doctorat, ainsi que des enjeux que j'ai rencontrés et que je continue de rencontrer encore une fois. Plus particulièrement, je vais aborder des enjeux épistémologiques ainsi que des enjeux concernant l'idée de reconnaissance. À travers ça, je vais essayer aussi de vous donner quelques exemples plus concrets de notre parcours collaboratif dans le cadre de ce colloque. Donc, je commencerai par dire que ma décision de porter mon attention sur des enjeux touchant les femmes autochtones dans le cadre de mes études doctorales n'a pas été une mince affaire, puisque j'ai longtemps hésité et longuement réfléchi à la manière dont je pouvais aborder ce sujet, ainsi qu'à ma légitimité pour le faire et à cette volonté de ne pas m'inscrire dans ce long processus d'appropriation des connaissances par le milieu académique. Faire une thèse sur des réalités sensibles qui ne sont pas les nôtres nécessite réellement de l'investissement, un apprentissage qui est quotidien et qui est patient, et c'est pour ça que j'ai débuté en fait il y a quelques années par faire mes devoirs, donc c'est-à-dire par apprendre. Souvent par un travail d'auto-éducation et même de rééducation, je dirais, sur l'histoire et les enjeux des Autochtones au Québec et au Canada, puisque à l'école, en fait, on nous montre seulement qu'une partie de l'histoire. J'ai donc consulté différents textes, des livres, des articles, entre autres écrits par des femmes autochtones, et j'ai pris le temps, bien sûr, d'écouter leurs paroles dans les médias, dans les commissions d'enquête, d'aller à leur rencontre dans les événements auxquels on était invités. Et avec le temps, je pense qu'ensemble, on a été capable de construire des amitiés et des projets en collaboration. Donc, à travers ces démarches-là, de nombreuses réflexions ont surgi en moi et certains enjeux sont devenus plus centraux, dont des enjeux épistémologiques. Lorsqu'on est une chercheure non autochtone qui travaille sur des questions autochtones, je dirais que le rapport au sujet et le fait de se constituer en allié nécessite une posture qui est réellement réflexive et consciente des dynamiques de pouvoir qui peuvent opérer en tant que chercheur, ainsi que des privilèges qui sont liés à sa condition et à sa position. En tant que chercheur féministe, c'est certain que ma solidarité initiale avec les femmes autochtones ainsi que leurs revendications était très importante. Et même si ça a guidé mon choix de faire une thèse sur le sujet, être une étudiante-chercheur qui se veut une alliée, c'est pas la même chose qu'être une alliée de militante de terrain, puisque en tant que, et Carole Lévesque le disait tantôt, en tant que chercheur, j'ai des compétences à développer, ainsi que des privilèges, bien sûr, tels que d'avoir le temps de lire, d'apprendre, ainsi que de publier des textes, mais également de choisir mon sujet d'étude, qui, dans ce cas-ci, a une implication politique et sociale et que je choisis de visibiliser. En ce sens-là, mon engagement, lui, se situe dans cette décision de profiter de ma situation et de ma condition et de les mobiliser. C'est justement la manière dont on se sert de ses compétences, je crois, et de ses privilèges qui déterminent l'exercice du pouvoir chez un ou une chercheur. Et c'est là que la réflexion épistémologique se situe, en fait, dans ce travail de construction avec différents regards qui passent par la recherche. Lorsque je parle du fait d'être allié, je parle également du fait d'être reconnu comme tel par le groupe de personnes avec qui nous le sommes, bien entendu. Donc, les choix épistémologiques permettent de penser à cette manière dont le savoir se construit et de prendre en considération les dynamiques de pouvoir que cette construction implique. En particulier dans un contexte, comme je vous le disais, où les relations entre les peuples autochtones et le milieu de la recherche ont grandement été affectées par des méthodes coloniales et d'appropriation de leur savoir. Je pense que c'est donc nécessaire de penser à des façons qui permettent de faire le pont entre les épistémologies et méthodologies autochtones en recherche et la tradition académique occidentale, sans pour autant
tenter de les faire correspondre, tenter de faire correspondre ces savoirs autochtones aux catégories préétablies de la pensée académique occidentale. Donc, dans cette optique, je pense qu'en tant que chercheur étudiante allié, plusieurs moyens peuvent être employés pour contribuer à un changement réel dans les manières de faire de la recherche. Tout d'abord, je dirais qu'il faut regarder la théorie et la pratique de manière conjointe en favorisant une collaboration des projets du début, pendant et jusqu'à la fin de ceux-ci. Ensuite, bien sûr, privilégier le point de vue des actrices sur leur propre réalité et collaborer en favorisant la prise de parole et les savoirs de toutes les femmes qui sont engagées dans cette relation et en renouvelant également ces relations-là. Donc, continuer même après le projet à maintenir ces relations. Faire attention, bien sûr, aux hiérarchies des savoirs et à la propriété intellectuelle des populations autochtones. C'est vraiment dans cette hiérarchisation des savoirs, sans appréciation pour ceux-ci, que réellement eu une exclusion et de la construction des connaissances telles que définies par la pensée occidentale. De plus, puisque la recherche présente des rapports habituellement hiérarchiques, entre autres parce que là où la chercheur a le pouvoir justement de concevoir sa recherche, la collecte de données ainsi que ses interprétations et le choix de la méthode, je pense que c'est des bons indicateurs des dynamiques de pouvoir dans un projet de recherche. Plus celui-ci, je dirais, est structuré et très souvent plus là où la chercheure en maintient le contrôle. Donc, si on parle de connaissances, il y a différents courants qui ont tenté d'aborder des critiques faites à l'étude des luttes et des résistances des femmes autochtones. Il y a les théories post-décoloniales qui ont permis de mettre de l'avant vraiment les continuités de la colonialité dans les sociétés actuelles. Les théories féministes décoloniales, antiracistes, intersectionnelles ou encore du savoir situé, qui ont démontré que les structures de pouvoir qui ont démontré que dans les structures de pouvoir, les femmes autochtones ainsi que les femmes racisées sont davantage marginalisées. Et puis, parallèlement, je dirais un ensemble de réflexions ont donc émergé aussi du côté des épistémologies et ainsi que des méthodologies autochtones en recherche afin d'élaborer des outils pratiques basés sur la réciprocité et le respect entre les communautés autochtones et les communautés universitaires. De la même manière, plusieurs ont contribué également à penser la forme et les contenus de recherche partenariale avec les Autochtones. On a eu des beaux exemples, Pierre, lors de la conférence d'ouverture et également en avant-midi. Donc, malgré ces efforts, et comme le dit Kovac d'ailleurs, qui était une des conférencières hier, les approches autochtones sont pourtant encore aux marges de la recherche universitaire. Donc, ainsi, les choix épistémologiques tels que d'utiliser des méthodes en accord avec des systèmes de connaissances et paradigmes autochtones, de légitimer ou de visibiliser dans ses travaux ces savoirs de la même manière que ceux de la pensée académique occidentale permettent de penser à la manière dont le savoir se construit et également de prendre en considération ces dynamiques de pouvoir et que cette construction implique. Donc, un autre enjeu très important que je rencontre, c'est celui de la reconnaissance et c'est réellement à travers cet enjeu-là que je peux vous donner peut-être plus des exemples concrets. Donc, l'expertise, comme je vous ai dit, des peuples autochtones est à reconnaître et c'est pour cette raison qu'il y a vraiment une nécessité de s'apercevoir des discriminations historiques au niveau de la production des savoirs et qu'il faut adopter une approche qui est sensible et respectueuse de celle-ci. Ça nécessite souvent une posture qui est critique tout au long de la recherche et de ses travaux et c'est pour ça, je pense qu'il faut comprendre ses propres limites et son ancrage dans le milieu académique. Personnellement, en tant qu'étudiante et future chercheur, je tente bien sûr de comprendre mes propres limites et mon ancrage qui me permettront jamais réellement de comprendre les enjeux sur lesquels je travaille. Et plus le temps passe et plus je réalise que mon ancrage dans le milieu académique et ses manières de faire également me formatent d'une certaine manière, que ce soit dans le langage que j'emploie, la manière de réfléchir ou même la manière de se présenter. C'est justement pour ça, je crois qu'il faut rester conscient de ces processus et des bénéfices qui sont liés à des positions comme ça. Mais je pense toutefois qu'en restant modeste, il y a moyen de croiser les perspectives et de travailler de manière conjointe, même si ça représente certains défis. Puisque je suis étudiante, je dois justement satisfaire aux
exigences universitaires, tout en essayant le plus possible de reconnaître et de valoriser ces expertises des femmes autochtones sur leur propre réalité, c'est-à-dire de reconnaître l'existence de systèmes de savoir autochtones qui sont structurés et légitimes et de considérer les femmes autochtones comme des détentrices de savoir spécifiques et que ces connaissances sont également reliées à des modes d'apprentissage et de transmission eux-mêmes. Donc, dans cette optique-là, en tant qu'étudiante, nos actions sont quand même plus limitées, je dirais, mais c'est quand même possible d'utiliser des stratégies pour satisfaire aux exigences universitaires tout en ayant ce souci de réciprocité. Donc, je vous partage donc un peu plus concrètement quelques-unes des démarches que nous avons entamées en ce sens, à travers, entre autres, l'exemple de ce colloque ici. Donc, je dirais tout d'abord que dans le cadre de ce colloque, s'il est important de parler de violence et d'oppression, étant donné que nous sommes une équipe où il y a 2 femmes allochtones et une femme autochtone, on a trouvé également important, voire essentiel, de voir les femmes autochtones comme des actrices de changement et donc d'aborder des thématiques. Choisir les thématiques a également été important à considérer dans ce sens-là. Ensuite, je dirais que dans le cas de l'organisation de colloques comme celui-ci, une des démarches a été de savoir bien s'entourer, une direction qui est favorable, des professeurs qui nous soutiennent et qui comprennent les enjeux. Ces enjeux-là sont primordiaux vraiment pour faire reconnaître des travaux, soit qui sont hors de la norme académique et plus inclusifs, ou alors de réussir la logistique d'un événement comme celui-ci qui implique des autorisations que souvent seuls les professeurs détiennent. Donc, pour le colloque ici, on a pu compter sur de nombreuses professeurs qui nous ont aidés à chaque étape et qui nous ont cédé des privilèges qu'elles avaient, tels que d'accueillir des demandes à l'université en leur nom, par exemple, mais il y a eu également un rôle d'accompagnement du début jusqu'à la fin, que ce soit dans les relectures, les discussions, les conseils. Et sans l'accès à ces ressources-là, ces ressources qui ont été partagées, en fait, les étudiantes, je dirais qu'on a très peu de moyens. Ça m'amène à mon 3e point, qui est celui d'utiliser l'académique et ses ressources. Donc, par cela, j'entends vraiment que pour être capable d'en contourner les règles ou de chercher à les transformer ouvertement ou pas, selon le rapport de force, il faut être bien ancré dans ce système universitaire quand même. Donc, pour essayer de rendre l'université plus accessible, je pense qu'il faut être capable de la modifier également de l'intérieur, donc d'y justifier des savoirs dits trop subjectifs, des méthodes et épistémologie non occidentale, ainsi que la création de nouveaux formats de discussion, de conférences. Donc, ensuite, je dirais aussi qu'il faut inviter et exiger que les femmes autochtones prennent part aux conférences locales et internationales en tant qu'expertes, au même titre que des professeurs et étudiantes. Et c'est vraiment indispensable à cette reconnaissance et à la création de réels dialogues. Je pense que le colloque, encore une fois, c'est un bel exemple de ça. Je crois qu'il faut insister auprès des organisations qui nous invitent, suggérer des noms, favoriser leur prise de parole afin d'assurer la présence de leur savoir dans l'univers académique. On n'est pas leur porte-parole, bien sûr, et dans le même sens, inviter une seule participante autochtone n'est pas suffisant pour se dire inclusif, ni les inviter uniquement dans des rencontres qui les concernent. Le colloque a été organisé grâce à l'aide de plusieurs femmes des Premières Nations qui nous ont aidés à faire la programmation, à choisir les thématiques, à choisir les conférencières. On s'est également assuré que les femmes des Premières Nations prennent cette place qui leur revient. Pour les contacter, les millénials que nous sommes avons utilisé beaucoup Facebook et Instagram, et donc Internet, et c'est comme ça que nous avons pris contact très souvent et que nous continuons à maintenir nos relations. Un autre point important, parfois compliqué, mais essentiel dans cette démarche collaborative, je pense que c'est trouver le financement. Il ne suffit pas uniquement d'inviter les femmes autochtones à venir parler au même titre que des experts universitaires. Il faut également être en mesure de faciliter leur participation en payant entre autres les billets d'avion, les hébergements, le per diem. La même chose est vraie pour financer les traductions et l'accès à d'autres langues, la diffusion des documents et pour rendre l'événement gratuit, accessible. Sinon, je dirais aussi que trouver le financement, ça peut également être pour soi-même. On peut proposer à des organisations de payer, de financer la venue d'une participante autre plutôt que la nôtre, parce qu'on le sait en tant qu'étudiante universitaire, on a d'autres ressources et on est capable d'aller chercher le financement ailleurs.
Ce qui m'amène donc à la question du temps, donner du temps pour cette reconnaissance, c'est-à-dire prendre le temps de remplir des formulaires de financement, d'aller chercher des partenaires, de contacter des participantes une par une. En tant qu'académicienne, c'est sûr qu'on connaît la façon dont ce système fonctionne, la façon de remplir ces formulaires, et on est capable de trouver le temps de le faire. De la même manière, l'aide à l'écriture, l'accompagnement, la retranscription de paroles et la traduction sont des démarches qui favorisent souvent l'inclusion de ces savoirs-là, qui permettent de valoriser également leurs idées. C'est pas, en fait, ce n'est qu'une question de dégager du temps, qui est très précieux pour nous, les universitaires, mais je pense qu'il fait partie de cette démarche d'allier. Je dirais aussi qu'il faut considérer le temps que vont prendre ces démarches et ainsi que les démarches inattendues d'avance. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait dernière minute, là. Donc, ça nous a pris 1 an d'organisation pour le colloque aujourd'hui. Finalement, la reconnaissance académique et scientifique du travail des femmes autochtones est primordiale. Il faut aller plus loin que le travail collaboratif de terrain. Il faut signer des articles scientifiques conjointement, puisque les participantes contribuent pleinement à ces savoirs scientifiques. Il faut également concevoir des colloques et des activités depuis le début de leur conception avec des femmes autochtones qui désirent s'y impliquer. Je pense que cette co-organisation-là, ça a été une belle expérience, puisque toutes les 3, on navigue dans des mondes assez différents. Et donc, ça a été une expérience d'adaptation. On s'est adapté toutes les 3, malgré nos horaires différents. On a souvent réévalué les tâches de chacune. Et on a réussi à faire des compromis. Donc, pour conclure, je dirais qu'être une étudiante, chercheur, alliée, c'est être en complémentarité et contribuer à produire une connaissance en collaboration et qui pourra ensuite mener à l'action de la part d'acteurs sociaux. Je pense que c'est aussi une attitude, puisque être allié, c'est pas un statut ni une formation, mais c'est plutôt un comportement d'ouverture dans la recherche. Je pense aussi qu'on doit profiter de ces petites brèches dans ce système qui est très carré pour réussir à obtenir des gains, aussi petits soient-ils, pour favoriser des conditions de véritable dialogue et de travail collaboratif. Il ne suffit plus de relater des propos dans nos travaux, il faut reconnaître pleinement les contributions, les savoirs et la place qui revient aux actrices. Donc, je crois que c'est possible de faire des événements à l'université et ailleurs aussi, qui, ensemble, et qui sont capables d'établir un dialogue respectueux. Je conclus en m'inspirant des propos qui ont été dits au mois d'avril dernier par Stéphane Martelly, qui est une écrivaine, peintre et chercheur. Elle a dit lors d'une table ronde puis ça m'a marqué, qu'il fallait être capable de s'installer dans le malaise et de réfléchir aux personnes qui n'ont pas accès à certains espaces. C'est comme ça qu'on réalise qu'il y a toujours de la place, en fait, pour inviter les autres à la table et avec qui on choisit de travailler. Puis comme elle a vraiment bien dit, l'intention n'intéresse pas, tout comme la longue liste d'énumération des privilèges, c'est plutôt les actions finalement qui comptent. Donc, en tant que personnes qui sont privilégiées, on a un pouvoir d'influence et reconnaître ce pouvoir, c'est également céder des privilèges qu'on détient, et c'est ça la partie la plus difficile, je crois, dans le milieu académique, là, la reconnaissance suivie d'un renoncement, le renoncement de prestige qu'on pourrait avoir seul, de financement qu'on pourrait garder pour soi, ou d'un temps qu'on pourrait accorder pour ses propres publications. Voilà, merci.